concertations vont commencer. Et ces concertations, bien sûr, ont un but, c'est-à-dire de légitimer le pouvoir en place et aussi aller vers la modification de l'article 220 de la Constitution. Alors, vous faites une campagne internationale pour dire stop à la modification de la Constitution avec les FAC, comme on dit, des forces acquises au changement. Dites-moi, qui est avec vous? Mais le peuple. Le plus important, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de communier avec notre peuple. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, sans liberté de presse. Nous sommes avec le peuple parce que le peuple, qui est souverain primaire, a élu un homme, Étienne Tshisekedi Wamoulouba. Et on a tripatoué les élections, la vérité des urnes n'a pas triomphé et nous continuons ce combat de déclarer à corps et à cri la vérité des urnes. Donc les combats que nous faisons, ma personne, ce n'est pas ce qui compte, ou Fayoulou, parce que vous me posez la question, je suis avec qui? Ce n'est pas parce que je suis avec Fayoulou, ou avec Professeur Kalele, ou avec Pati Katanga, ou avec Tatier Samba. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les peuples, les desiderata du peuple. Nous sommes que ceux qui essaient de relayer les desiderata du peuple. Que veut le peuple congolais? Le peuple congolais veut une démocratie. Une démocratie, nous sommes allés au tir, et le peuple a élu Tshisekedi comme président de la République. Mais on a tripatouillé les résultats et on a proclamé celui qui n'a pas reçu les suffrages du peuple. Donc
ça pose problème, ça crée une crise de légitimité. Alors nous sommes en train de faire une campagne de sensibilisation, de vulgarisation pour demander à ce qu'il puisse y avoir un dialogue sincère et franc, un dialogue où on va parler de ces problèmes, la vérité des yeux, la crise de légitimité. Mais on ne va pas se limiter là, il y a aussi les problèmes de l'Est. Et nous allons parler de tous ces problèmes pour que nous puissions avoir un Congo uni, comme disait Lumumba, Congo uni, Congo fort. Mais vous avez épinglé un problème. Les concertations que vient de convoquer le président Kabila, le président de fait Kabila, c'est une distraction nationale. Et cette distraction ne peut pas nous amener justement à la cohésion nationale ou à l'unité, ou résoudre les problèmes de l'Est. Pour lui, il veut utiliser justement ces concertations nationales pour rempiler en 2016, pour déverrouiller l'article 220. Voilà ce que nous sommes en train de nous battre pour qu'on ne touche pas l'article 220. Et que ceux qui sont au dialogue ou ceux qui seront dans ces contestations nationales ne puissent pas donner cette possibilité-là à Kabila de remplir au-delà de 2016. Parce que déjà en 2016, son mandat arrive à terme. Et quel mandat? Il n'a pas réussi un mandat en bonne et due forme. C'est un usurpateur. Donc nous sommes en train de sensibiliser, de conscientiser le peuple congolais pour que nous puissions utiliser les armes conventionnelles. Parce que la pétition tétine des armes conventionnelles et institutionnelles ou sinon constitutionnelles. Parce que la constitution du pays nous donne la latitude à tout Congolais. C'est l'article 218 qu'un Congolais, les Congolais peuvent recueillir des signatures, 5 000 signatures pour dire non ou pour proposer quelque chose. Et là, nous allons remettre au Parlement. Et le Parlement, après, nous allons distribuer à tous les ambassades. Pourquoi nous disons ça? C'est parce que le peuple, surtout la diaspora congolaise, pourquoi nous sommes ici à l'extérieur? Parce que la diaspora congolaise a démontré à la face du monde que c'est une diaspora responsable, c'est une diaspora qui s'est prise en charge. Mais on ne doit pas se limiter à faire des contestations et des protestations. On doit justement utiliser ces courants, on doit utiliser ces énergies qui ont été déployées ici et là en Europe pour les canaliser pour que les gens signent. Et là, c'est un acte fort, c'est un acte constitutionnel, c'est un acte citoyen de signer une pétition pour dire non. Et je pense que c'est ce que les gens doivent faire. Voilà, nous sommes, ce qui explique notre présence ici, c'est une campagne de sensibilisation et de conscientisation pour dire qu'on ne touche pas à l'article 220. Donc, ceux qui me suivent, ils vont dire, mais comment vous parlez au même moment des dialogues intercongolais? Vous parlez de dialogue et vous parlez... Le problème, c'est qu'on peut résoudre le problème de l'usurpation du pouvoir, on peut le résoudre dans un dialogue sincère et franc, comme l'a dit Monseigneur Bosengo. Donc pour que la vérité des îles triomphe. Et il y a aussi un autre combat, c'est de dire qu'en 2016, il ne faut pas que celui qui est là puisse tripatouiller les élections, et puisse tripatouiller la Constitution pour qu'il puisse se représenter encore. Donc il y a un mandat qui est en cours, qui est tenté d'exercer illégalement, et ce mandat, donc le combat n'est pas fini. Il ne faut pas que les gens croient que ce combat est fini. Et on a mis de côté, on a dit non, c'est fini ce combat-là, on ne va plus le mener. On continue à mener les combats pour la vérité des urnes. Mais parallèlement à ça, il y a 2016 qui se pointe à l'horizon. C'est lui qui a tripatouillé les élections en 2011, il peut encore tripatouiller en 2016. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener ici en Europe. Oui, le combat aussi au regard de ce que le Conseil de sécurité a pu mentionner en fonction des accords d'Addis Abeba, l'article 220, avec la résolution de 2098, qu'on devait en fait réunir tout le monde pour qu'il y ait ce qu'on appelle un dialogue inclusif, national et franc. Qu'est-ce que vous trouvez d'anormal dans ce dialogue? Non, le dialogue tel qu'il est décidé par Kabila, c'est un dialogue, c'est une sorte de congrès du PPRD ou alors congrès des deux chambres réunies, parce que nous sommes dans un régime bicaméral. Parce que ce dialogue-là n'est pas inclusif, Tshisekedi n'est pas là, parce qu'il faut le citer. Aujourd'hui, Tshisekedi incarne la souveraineté populaire. C'est lui qui a reçu le mandat. Comment on peut organiser une élection, un dialogue, et mettre de côté celui qui est le principal, je dirais, l'acteur principal. Et c'est lui qui est à la base même de la crise de légitimité. Donc c'est insensé et ça n'a pas de sens. Comment on peut organiser un dialogue et mettre de côté les groupes armés?
ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté du peuple, c'est la volonté de la communauté internationale, de mettre tout le monde ensemble. C'est pour ça que nous disons que ces dialogues ou ces concertations telles que ça se décide, c'est une distraction nationale qui ne va pas nous amener à résoudre le problème de la crise de légitimité et la crise de l'Est. D'ailleurs, vous avez suivi qu'on a annoncé que la finalité de ces dialogues, c'est mettre un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous croyez que la mise en place d'un gouvernement d'union nationale peut résoudre le problème? Donc là, on sent que ces dialogues, c'est juste pour se partager le pouvoir. Alors que le peuple congolais n'attend pas que les gens se partagent le pouvoir à son nom. Parce que le peuple congolais s'est prononcé au cours d'une élection. Et il y a quelqu'un qui a gagné cette élection. C'est à lui de former un gouvernement. Donc c'est pour ça que nous disons que ça, c'est une distraction de pouvoir. Nous sommes en train de nous battre pour un dialogue sincère et franc, conformément à l'article 2098. Et là, il doit y avoir un médiateur international. Il faut aussi que les climats puissent être... c'est proposé. Il y a aussi, également, je prends la balle au bon, également Denis Sassou Nguesso. Pourquoi vous refusez Denis Sassou Nguesso? Nous n'avons pas refusé, c'est les régimes en place qui ne veulent pas le président Denis Sassou Nguesso. Pour les raisons que j'ignore, parce que le président et on cherche même à éliminer. Et nous disons que ce n'est pas normal, parce que ce qui se passe au Congo a des répercussions dans l'autre Congo. Et vice-versa. Donc le président Sassou Nguesso connaît les joueurs et leur jeu. Il est à même de comprendre le problème de notre pays. Et donc nous avons dit, nous l'avons nommé, nous l'avons publicité, que ça doit être lui ou quelqu'un d'autre. Si le président Sassou, ce n'est pas la personne... Est-ce que c'est la meilleure image pour pouvoir jouer la médiation dans ce qui se passe en RDC, d'autant plus que lui, il compte aussi modifier sa constitution? Non, mais je ne crois pas qu'il ne faut pas mêler le problème. Aujourd'hui, nous avons le problème que les Congo n'en a pas. Les Congo-Brazzaville, il y avait une guerre et tout ça, et ils sont en train de régler, ils ont réglé leurs problèmes. Il n'y a pas la MONUSCO, il n'y a pas... mais nous avons aujourd'hui des problèmes. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de division, il n'y a pas de problème de balkanisation. Donc je pense qu'on risque de faire de l'amalgame et n'est pas ça. Moi, je crois que du moment où il y a eu l'unanimité pour le président Sassou, nous avons pesé les pour et les contre. Nous ne sommes pas quand même de petits-enfants qui, ce jour-là, ils se sont réveillés pour dire le président Sassou. Le président Sassou connaît les problèmes, connaît les joueurs et leur jeu. Il connaît bien la problématique du Congo, il est à même de nous amener. Mais s'il a des problèmes chez lui, demain peut-être c'est nous qui va solliciter, il va solliciter la médiation congolaise. Quand je dis congolaise, de l'autre côté, congolaise de Kinshasa. C'est vice-versa. Donc je pense que nous sommes des Africains. Lorsque la case du voisin brûle, il faut se précipiter pour éteindre le feu, parce que ça risque d'embrasser votre propre casse. Donc, nous sommes partant de ces genres d'exemples, je pense que nous voulons pour le président Sassou. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le président Kengo, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas à même de résoudre ces problèmes-là. Parce que Minakou, déjà, il est juge parti. Et même le président Kengo, il est dans les institutions. Et les institutions que nous contestons. Nous contestons ces institutions. Kengo, en fait, on sait ce qu'il désire aujourd'hui. Kengo, ça fait plusieurs années qu'il est dans les affaires, dans le pouvoir. Il tient pardonnez-moi, les manettes du pouvoir. Il fut pendant une décennie presque et demie en tant que Premier ministre. Là, il jette le pavé dans la mare en disant que, voilà, le gouvernement d'union nationale pointe à l'horizon avec ces concertations. Que pensez-vous de tout ça? Mais il a discrédité justement ces dialogues-là, il a discrédité ces forums. Donc la finalité de ces forums, c'est la mise en place d'un gouvernement d'union. Alors que ce n'est pas ça l'attente du peuple congolais. Vous êtes ici, vous êtes un grand journaliste, et c'est un peu de faire promener votre micro-baladeur, mais à Kinshasa c'est pareil. Que demande le peuple aujourd'hui? Le peuple congolais demande l'unité nationale, l'intégrité de son territoire. C'est ça. C'est ce qui nous est très cher. Aujourd'hui, les pays, nous risquons de connaître la situation du Soudan, nous risquons de connaître la situation de la Yougoslavie. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'on s'attaque au problème, au lieu de chercher à tourner autour du pot. Parce que là, on tourne autour du pot, on ne cherche pas à s'attaquer. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est la crise de légitimité. Alors, la crise de légitimité, vous avez évoqué plusieurs fois cette crise. On va vraiment aborder le sujet, rentrer dans le fond de ce problème. Dites-moi, comment faites-vous, comment vous organisez une concertation à partir du moment où la RDC s'embrase? Comment pouvez-vous organiser cela? La question que vous posez, c'est une question fondamentale.
Donc je crois qu'au lieu de mettre en place les acteurs principaux, et ceux qui sont capables d'amener, ceux qui posent le problème et ceux qui peuvent amener des solutions, on les écarte. Et ce qui pose le problème aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Il est incontournable. On ne peut pas résoudre le problème de la crise de légitimité aujourd'hui et mettre Tshisekedi de côté. On ne peut pas résoudre le problème de l'Est aujourd'hui et mettre de côté les gens de l'Est, les groupes armés. On doit les associer, on doit leur demander pourquoi ils font cette guerre. Ils sont des Congolais, on ne peut pas les jeter dans la mer. C'est ça l'essence. Le M23, c'est pas des Congolais. Oui, mais si ce n'est pas les Congolais, il faut, et parmi eux, il y a quand même certains qui se disent qu'ils sont Congolais et on doit les amener là-bas. Vous savez très bien de quoi je parle. Et je crois qu'on ne peut pas, en toute objectivité... La mère Méndé dira dans son intervention qu'il est hors des questions que ces groupes armés, également Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères... Ce n'est pas ma façon de voir les choses, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Je pense que là, c'est biaisé déjà l'analyse. Et lorsqu'on ne fait pas un bon diagnostic, et même la prescription médicale, elle ne sera pas bonne. Donc, fais-moi une bonne analyse médicale, un bon diagnostic, je te ferai une bonne prescription médicale. Là, lorsqu'on dit ça, c'est qu'on n'appréhende pas, on ne cerne pas les problèmes qui se posent dans notre pays. Le problème qui se pose dans notre pays, il y a des ramifications internationales, c'est-à-dire il y a les Rwandais, il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, mais il y a aussi des Congolais qu'on utilise. Ou des Congolais qui ont aussi des revendications identitaires, identistes peut-être. Mais il y a ce qu'on appelle les convergences d'intérêts. Il faut vider ces problèmes. En vidant ces problèmes, il faut les appeler, il faut les amener. Il faut les amener autour d'une table. Je ne sais pas si Vital Kamerhe passe comme moi, mais moi et nous, notre façon de voir les choses, et c'est là, nous disons qu'il faut impliquer tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de dialogue inclusif. Vous avez fait allusion à la résolution 2098. Là, on a parlé d'un dialogue inclusif où même les groupes armés devront être là, devront être associés. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, pour résoudre ces problèmes, il faut une vision globale des choses. Là, aujourd'hui, on accuse le Rwanda de crimes contre l'humanité par rapport à ses obus lancés vers le Goma. Quelle lumière portez-vous par rapport à cela et que vous demandez que ces groupes armés soient associés à ces concertations? Bon, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a ici un volet politique, il y a un problème politique qui peut être réglé politiquement. Mais les volets juridiques, parce qu'il y a aujourd'hui la CPI, ce qui n'existait pas par le passé. Donc c'est une cour internationale. Et si il y a des gens qu'on reproche quelque chose, de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, c'est à la justice internationale de passer. La justice internationale doit se saisir de ce. Donc ne comptez pas sur moi pour que je puisse dire que nous doit absoudre cela. Mais au même moment, on ne peut pas régler les problèmes le même jour. Il faut des problèmes de régler étape par étape. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'étape de politique. Il y a des aspects politiques qu'il faut régler. Il y a des aspects qu'on peut les régler autour d'une table. La guerre, on l'a fait sur le champ de bataille, mais on la règle, on la termine toujours autour d'une table, disait Général de Gaulle, disait Churchill. Voilà, donc vous venez de donner un exemple concret. Donc je pense que nous devons nous apaiser, nous devons, toute proportion gardée, nous devons quand même être sereins pour dire que non, c'est quand même des Congolais. S'il y a des Congolais, ben, venez. Autour des dames, nous devons, même avec les Rwandais, parce qu'on ne peut pas résoudre ces problèmes si on ne discute pas avec les Rwandais. Mais cela étant, même par rapport à l'appel de Kikwete, le président tanzanien disait que le Rwandais devait discuter avec aussi leur opposition armée, non armée, à l'occurrence l'FDLR. Il y a une fin de non-recevoir de Kigali par rapport à ça, et vous demandez aux Congolais de discuter. Avant que je réponde à cet aspect de problème, moi je suis dans la vision de Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, lorsqu'il nous pose le problème de l'Est, tout ça, il dit que c'est des épiphénomènes qui vont disparaître dès qu'on met un leadership responsable. Donc s'il y a des dirigeants responsables, nationalistes, patriotes, ces problèmes de l'Est, ça va se résoudre à un clin d'œil. Pourquoi je dis ça? Et je crois à ça. Parce que si aujourd'hui Kagame s'amise avec ce qu'il est en train de faire dans notre pays, c'est parce qu'en face de lui, il y a un vide. Ou s'il n'y a pas un vide, il y a des gens qui ne sont pas à même de les contrer, de lui opposer une opposition farouche et de gens, parce qu'il regarde à qui il a affaire. Il a affaire à Kabila. Kabila ne pèse pas devant Kagame. Essayons de s'imaginer un seul instant que Tshisekedi, président de la République, il a l'effectivité de son pouvoir, il a l'impérium. Kagame ne va pas s'amuser. C'est pour ça je viens de dire qu'il faut régler les problèmes par étapes. Sinon, on ne peut pas régler tous les problèmes le même jour, au même moment. Donc nous avons le problème. C'est pour ça que nous insistons sur le problème de la légitimité, la crise de la légitimité, de la vérité des urnes, l'impérium de Tshisekedi. Ce n'est pas en l'air que nous disons ça. Parce que dès que nous
nous résolvons ces problèmes-là, Tshisekedi a la manette du pouvoir et il dirige le pays, Kagame ne va pas s'amuser. Parce qu'avec des gens comme nous, ces lieutenants dans la manette du pouvoir, Kagame ne va pas s'amuser avec ce qu'il est en train de faire. S'il s'amuse, c'est parce qu'en face de lui, il y a des gens qui peuvent manipuler à bon escient. Et il connaît bien ces hommes, parce qu'avec des nationalistes, il ne peut pas s'amuser à faire ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, réglons le problème par étapes. La crise de légitimité, qu'on résout ces problèmes de crise de légitimité. C'est pour ça que nous insistons pour que Kabila ne rempile pas en 2016. Parce que s'il revient en 2016, il va continuer la sale bésion et on risque de perdre ce pays. Alors, il y a eu un mémorandum signé en Angola, concernant cet aspect de réformer l'armée congolaise, de protéger l'intégrité territoriale de la RDC. Il y a eu Zuma, il y a eu Eduardo dos Santos et également Kabila. Que pensez-vous de cet accord tripartite? Je vais répondre autrement, je vais formuler la réponse autrement. Au Congo, il n'y a pas de crise politique. Je peux dire ça. Sans crainte d'être contredit, au Congo, il n'y a pas de crise politique, il n'y a pas de crise militaire, il y a crise d'hommes. C'est un problème d'homme. C'est l'homme qui est la plus grande richesse d'un pays. C'est l'homme qui doit réformer l'armée. Si nous n'avons pas cet homme-là, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est juste des chapelets de bonnes intentions qui vont se... Mais c'est la littérature. On peut bien signer. Donc il faut l'homme. Et l'homme, c'est l'homme richesse, c'est l'homme qui doit construire, c'est l'homme qui doit ordonner, c'est l'homme qui doit faire, qui veut de sorte que nous puissions avoir l'arme. Et cet homme-là, le peuple l'a élu. Étienne Tshisekedi Mulumba, il y a ces hommes-là, qu'on trouve ces hommes, et le reste viendra. On peut signer ces accords. Qui a signé ces accords? C'est toujours la même personne qui est aujourd'hui qualifiée de haute trahison. C'est Kabila, qui est en train de trahir tout un peuple. Alors, et cet homme-là, il signe des accords, mais demain, il va torpiller ces mêmes accords. Il est à la fois juge parti, donc le fruit, comme on dit, donc il y a le verre est dans les fruits. Les fer est dans les fruits. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est la politique théâtrale, la théâtralisation de la politique qui n'aboutira à rien. Mais ce que nous devons faire, c'est tout d'abord ces combats que nous sommes en train de mener, les combats de la politique. Parlons de ces combats au niveau de votre regroupement qui s'intitule FAC, donc Force Acquise au Changement. Vous avez 10 points essentiels que vous avez abordés au niveau de votre pétition. Pouvez-vous nous rappeler ces 10 points? Le 10 points, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, mais dans la foulée, il y a la crise de légitimité, il y a la guerre de l'Est, il y a l'armée républicaine, il y a les problèmes de droits de l'homme, il y a la CENI, réellement indépendante, il y a la bonne gouvernance, il y a le pillage des ressources, et le problème des voisinages, il y a la réconciliation nationale et il y a la cohésion nationale. Vous verrez que dans ces 10 points, on retrouve tous les problèmes. Et ces problèmes-là, s'il y a un dialogue sincère et fort, on peut régler ces problèmes et on peut avancer. Donc c'est pour ça que je dis bien que fais-moi un vieux médecin dira, fais-moi un bon diagnostic, je te ferai une bonne prescription médicale. Donc nous avons fait un très bon diagnostic et là, au dialogue, maintenant, on va discuter pour qu'on puisse donner les solutions ou les pistes de solutions à ces problèmes. Mais et encore une fois, il faut qu'il y ait des hommes pour appliquer ces résolutions. Parce que les Congo, depuis 1960, il y a eu des belles résolutions. Mais aujourd'hui, toutes ces résolutions sont restées lettres mortes. À la conférence nationale souveraine, il y a eu des très bonnes résolutions. C'est pour ça que je parle de crise d'hommes. Il faut qu'on trouve des hommes. Et ces hommes-là existent, heureusement. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Mais ça existe. On ne peut pas dire que tous les Congolais sont des crapiles. Permettez-moi l'expression, on ne peut pas dire que tous les Congolais sont des imbéciles. Il y a des Congolais consciencieux, des patriotes qui sont prêts à sortir la tête du loup, à sortir le Congo de ces gouffres que nous sommes depuis un certain moment. Comment vous êtes organisé pour cette pétition? Est-ce que vous avez un site internet? Vous avez bien sûr un numéro de téléphone ou un endroit où les gens peuvent aller pour bien sûr signer patriotiquement cette pétition? Ici, je préfère que les gens s'approprient cette affaire parce que ce n'est pas l'affaire d'un individu, ce n'est pas une seule personne, Moïse Mounidela ou Bongos, qui vont sauver ces pays. Les pays, l'affaire d'un pays, c'est l'affaire de tout le monde. Mais c'est vrai que l'initiative fait venir d'aider 3-4 personnes, mais pour arriver à l'objectif, c'est-à-dire barrer la route à l'imposteur, donc il faut que les Congolais se mobilisent, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pour ça, nous misons beaucoup sur les Congolais de l'extérieur. Pourquoi? Parce que les Congolais de l'extérieur ont prouvé à la face du monde aujourd'hui qu'on peut compter sur eux. Et comme disait Churchill, lorsqu'ils avaient des problèmes, il disait que nos enfants qui sont partis ailleurs, ils viendront
nous sauver de cette misère. Et aujourd'hui, c'est le moment que nous lançons cet appel à ces Congolais, à nos enfants qui sont ici, qui sont dans la diaspora, qu'on appelle communément la diaspora, et ils sont capables, parce qu'ils comprennent les enjeux. Ils comprennent les enjeux, pourquoi? Parce que, je ne sais pas, parce que l'environnement permet à ceux qui y réfléchissent. Et chez nous, parfois, les gens n'ont pas le temps. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui ne réfléchit pas, mais il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de pesanteurs qui font que les gens, même s'ils réfléchissent, parfois ils ne peuvent pas s'émouvoir. Alors qu'ici, les gens peuvent s'émouvoir facilement. Et pour répondre directement à votre question, il y a les numéros. Les numéros, les gens peuvent nous appeler au 06 14 38 60 et 73. Ou au 06 52 07 39. Mais il y a aussi un numéro email, une adresse email, c'est moïse.dela@gmail.com. Donc ça sera incrusté au niveau de cette émission. Et nous faisons signer, et de demain, et nous avons déjà commencé, mais il y a une grande campagne qui commence demain dans les gares, et dans toutes les places de Paris, pour signer la pétition, parce que nous avons besoin de 100 000 signatures. 100 000 ou 5 000? 100 000 signatures. 100 000, ça c'est la Constitution, c'est l'article... Oui, c'est l'article 218 de la Constitution. Donc je disais que nous devons utiliser des méthodes, des armes conventionnelles, parce que c'est une arme conventionnelle. La pétition, c'est une arme. Même dans les pays de la vieille démocratie, on a toujours utilisé, c'est une arme. Mais une arme conventionnelle, une arme constitutionnelle. Et cette arme, c'est une arme puissante. Et il dit que cette arme-là va faire de sorte que nous aurons même l'appui de la communauté internationale. Au lieu de crier dans les cafés, au lieu de crier, mais je dis bien que le combat qui a été mené par la diaspora, c'est un combat que nous devons saluer, que nous saluons. Mais ce combat doit aboutir à quelque chose pour mettre fin à ce qui se passe chez nous, donc la dictature, avec tous ses colorés. Donc nous voulons que les Congolais se mobilisent, et nombreux pour signer cette pétition. Alors pour terminer, avant que je termine avec cette question de l'article 220, « Touche pas à ma constitution », ça c'est votre slogan, c'est le slogan de tous les Congolais d'ailleurs. Dites-moi, il y a eu... et pas de présidence à vie, parce que tel que Kabila, avec sa famille politique, nous amène à la présidence à vie. Ça c'est un recul pour la démocratie, c'est un recul même pour l'humanité. Tout à fait, il y a ça qu'on appelle la ligne rouge, je ne vais pas franchir d'ailleurs. Oui. Alors dites-moi, il y a eu un précédent en RDC, un précédent qui inquiète beaucoup de gens, qui inquiète la démocratie aujourd'hui. Deux députés de la majorité, quoi qu'il soit de la majorité, ont été manu militari arrêtés et mis en prison. Que pensez-vous de cet aspect des choses? Je crois que la réponse est facile pour moi. Ça prouve tout simplement que nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans une démocrature. Nous sommes dans un État totalitaire. Nous sommes dans un système qui a un système qui a été vilipendé partout ailleurs dans le monde et qui a été banni aujourd'hui, qui revient en force dans notre pays. La RLTV a été éteinte. Et il y a des gens qu'on arrête chaque jour, Domi Dongala, Chaloupa, Mokia, il vient de sortir, nous autres, parfois on nous interdit. Donc bref, et il y a tous les coloraires de la dictature, tout ce qu'on trouve dans une dictature a pris aujourd'hui corps dans notre pays. Donc il n'y a pas que ces deux députés, parce qu'au moins eux, ils sont connus. Il y a beaucoup d'anonymes qu'on tue chaque jour. Et l'exemple du chauffeur de Bazar, M. Bazana, chauffeur de Chebea. Et là, c'est un anonyme. Et il y a beaucoup d'anonymes comme ça. Donc ça prouve tout simplement qu'on ne veut pas attendre un autre son de cloche. C'est seulement la pensée unique, la pensée de Kabila, la pensée de sa famille. On ne veut pas qu'il y ait une contradiction. Et alors que la contradiction, c'est ça la démocratie. Donc le fait que les députés ont dénoncé la dictature, le fait qu'ils ont dénoncé la complicité de Kabila dans ce qui se passe à l'Est, voilà, c'est ça les problèmes, ceux qui résument leur combat, parce qu'ils ont mené un combat pour dire que non, aujourd'hui, ce qui se passe, Kabila est sinon complice, il est responsable de ce qui se passe. Et pour cela, il fallait éteindre sa voix, il fallait l'arrêter, et peut-être il fallait le tuer. Donc il a raté de justesse d'être tué, c'est ainsi qu'on l'a amené à Kinshasa. Il est condamné à 3 ans de prison. Et 3 ans de prison, mais lorsqu'on condamne quelqu'un, et chez nous aujourd'hui, il y a, comme disait Zaïd Ngoma, il y a la culture de la poudre noire.
et qu'on utilise et qu'on tue les gens. Aujourd'hui, il est en prison et peut-être demain, lorsqu'il sera tiré de la prison, ça sera un cadavre parce qu'il est en vie, mais il est déjà empoisonné. Alors, je récupère votre propos pour terminer avec cette question. Donc, croyez-vous à la mort par empoisonnement de Molotov? Bon, ça, je suis musulman, vous le savez très bien. Je ne peux pas dire que Molotov a été empoisonné, mais pourquoi ces bruits-là? Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée, ça fait. Pourquoi ces bruits-là, un bruit assourdissant? Dans tous les coins de la ville de Kinshasa où on dit que Molotov a été empoisonné. Parce qu'il y a un précédent, si les gens disent ça. Parce que c'est devenu une culture. J'ai parlé de la culture de la poudre noire, c'est Zaïd Ngoma qui l'a dit, que nous n'avions pas ça chez nous au Congo. Donc il y a des morts en cascade, les gens, c'est devenu une culture du pouvoir actuel, mais je ne dis pas parce que je n'ai pas de preuves pour dire que Molotov a été empoisonné, mais en tout cas à Kinshasa, ça s'est dit, et ça, et dans la rue, comme dans des cuisines, comme dans les bars, ça s'est dit que ce Molotov a été empoisonné par le pouvoir en place. Moi, ça ne m'étonne pas parce que je vous dis bien, ça devient une culture. Ça devient une tradition. Et lorsqu'on ne tue pas, on n'empoisonne pas un homme politique, c'est des questions. Mais la règle aujourd'hui, c'est devenu cette culture-là de la poudre noire. Pour terminer, il y a eu 50 000 personnes qui sont sorties pour accompagner la dépouille de Molotov. Et pourquoi ces jours-là, les opposants, les vrais opposants, n'ont pas profité de cette occasion-là pour allumer la mèche? Oui, c'est une très bonne question, mais on pouvait nous traiter d'opportunistes. Moi, je pense que ce que nous sommes en train de faire là, c'est je parlais d'une méthode, d'un combat conventionnel. C'est un combat conventionnel, la pétition. C'est un combat, il ne faut pas que les gens minimisent ça, parce que c'est constitutionnel. Et c'est constitutionnel, et dès que nous faisons ça, et le pouvoir en place, vous voyez que si nous mobilisons 100 000 signatures, c'est que ça fait. Et ces gens-là, et c'est en âme conscience qui vont poser cet acte-là, citoyen. Je pense que moi, aujourd'hui, je préfère ces combats. Mais l'autre combat, je vous ai dit, mais je ne sais pas, c'est des moments peut-être de dire, il n'y a pas que ces combats, il n'y a pas que cette forme de lutte. Il y a plusieurs variantes dans une lutte politique. Il y a la lutte armée, peut-être on en arrivera là. Donc je pense que les gens qui s'élèvent pour dire non à la balkanisation de leur pays, pour dire non qu'on ne peut pas céder notre pays comme ça, ces gens-là, ils ne sont pas des bandits. Au contraire, ce sont des gens qu'il faut apprécier. Ben, peut-être un jour on en arrivera là. Mais nous ne sommes pas encore là. Et moi je pense que nous proposons, nous savons que si on pouvait profiter de ça. Mais moi je propose cette méthode, cette forme d'élite conventionnelle, constitutionnelle, parce que l'article 218 nous permet de faire ça. C'est ainsi que je demande et j'en appelle à la conscience de tous les Congolais de venir signer la pétition. Et partout où ils vont, qu'ils se précipitent à signer cette pétition. C'est une arme solide. Je terminerai par ceci. Quelques Congolais, des patriotes contents, des gens qui sont les cupides, des gens qui ont, vous avez parlé tout à l'heure, hein, bien sûr des opportunistes, vont aller s'asseoir pour participer à ces concertations, légitimer le pouvoir en place. Et vous, qui étiez sur place, vous refusez ces concertations. Comment voyez-vous ces gens de la diaspora-là, une douzaine de personnes, 18 personnes pratiquement, qui vont aller là-bas avec les frais de la princesse, comme on dit? Mais déjà, c'est de la malhonnêteté. C'est une malhonnêteté, je ne dirais pas malhonnêteté intellectuelle, c'est malhonnêteté tout court. Parce qu'il y a une vraie diaspora. Une diaspora qui ordonne, qui organise, une diaspora responsable. Mais cette diaspora-là, ce n'est pas celle que j'ai trouvée là-bas. Parce que lorsque quelqu'un a été gouverneur, quelqu'un a été député, et puis après, il a perdu le mandat et il s'est dit diaspora. Je pense que c'est injuste, c'est malhonnête. Et la vraie diaspora est ici, malheureusement, et il ne faut pas compter sur le régime en place pour qu'il puisse recruter ou pousser amener cette diaspora là-bas au conservatoire pour les raisons que vous n'ignorez pas. Parce que cette diaspora, elle veut la vérité des urnes. Elle veut que les choses marchent dans notre pays. Alors qu'on veut des gens qui ne veulent pas la vérité des îles. Et pourquoi ils ont choisi ces gens-là? Est-ce qu'ils sont de leur milieu? C'est pour pérenniser justement la dictature, c'est pour pérenniser ces régimes-là qui avilissent l'homme congolais. Donc il n'y a pas à chercher des explications ailleurs. Comment peut-on traiter ces Congolais de la diaspora qui vont assister à ces gens? Moi, je parlais, je pense que le mot peut-être est faible, mais je préfère ces mots-là. Je dis que c'est des opportunistes, et c'est des malhonnêtes, parce que la vraie diaspora, je pense qu'il devait y avoir, il y a des associations ici,
connu de tout le monde. Moi, je suis plus de la diaspora, mais j'ai eu peut-être la chance ou la malchance de passer quelques jours ici, d'avoir vécu ici. Je sais qu'il y a des organisations structurées ici, des Congolais. Vous pouvez trouver, par exemple, les journalistes, vous pouvez trouver les étudiants. Et c'est là, les vrais combattants, des résistants, des vrais résistants, et qui posent les vrais problèmes, et ils sont capables de trouver les vraies solutions. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de biaiser le diagnostic, comme je vais dire. Mais qui sème le vent récolte la tempête, ils vont récolter la tempête, ils vont résoudre aucun problème. Les combattants resteront toujours déterminés à en découdre avec ces pouvoirs. Donc c'est là, ce qu'ils ont évité là-bas. Ils vont avoir de quelques magots, mais après, rien ne va changer, alors qu'il y a une vraie diaspora ici. Et à cette diaspora, je dis bien que tenez bon, la victoire est certaine, nous devons arracher justement un vrai dialogue, un dialogue sincère et franc, un dialogue inclusif. Et à ce dialogue-là, nous allons inviter la vraie diaspora. Merci infiniment, M. Bounidela. On vous connaît comme étant l'ancien mandataire, c'est-à-dire PDG d'une grosse entreprise en RDC. Vous étiez aussi ministre, donc vous connaissez, vous avez l'expertise de la chose politique en RDC, vous parlez en connaissance des causes, donc vous connaissez la situation de la RDC. Si aujourd'hui vous venez ici pour demander l'aide de la diaspora, de cette communauté forte, c'est parce que vous aimez cette diaspora, vous êtes de cette diaspora, et vous êtes ici en France depuis très très longtemps, vous êtes retourné en RDC travailler. Tant bien que mal, avec aussi la pression aussi des intimidations qui viennent de partout, mais vous résistez. Merci à vous d'être venu ici répondre à mes questions. Je vous souhaite bon vent et aussi une bonne réussite par rapport à cette pétition que vous avez initiée au nom de la République, au nom de la patrie et au nom de votre mouvement Force acquise au changement. Merci à vous, à très bientôt. Juste une seconde pour dire que l'Africa Rédaction est en train d'abattre un grand travail. La République se souviendra de ce travail-là un jour. Donc vous pouvez continuer, vous pouvez compter sur nous. Nous allons compter les vrais compatriotes, les vrais patriotes qui ont contribué à la lutte pour la libération de notre pays. Et là, c'est Churchill qui disait que si ceux qui sont ici sont incapables de libérer le pays, on fera appel à nos enfants et nous ferons appel à vous le moment venu. Dieu seul le sait et on dit toujours les voies de Dieu ou la voix de Dieu est impénétrable ou sont impénétrables. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Where you come from? Georgia, you're at Atlanta. Atlanta. You're on a holiday here in Paris? Oh, it's a pleasure for me to visit you, Paris. Yes. The first time you come here? Oh. Just we had a manifestation about the situation in Congo, you know. You know, because a very, very bad situation in the east of Congo. So that there are many hubs in the earth. Someone can come to get minerals, the diamond, the gold, and so on, because the country is very rich. Yes. One of the rich of Africa. But the men come with weapons. The men come with weapons to kill the local population and to get the riches with diamond. We have a very, very bad situation in the world. There are 6,000 murdered persons. You understand? Yeah. 6,000. I am very surprised that in America you don't talk about that. Unfortunately, I don't look at the news. Speak slowly because I don't watch the news. Ah, you don't watch the news. Why? You are a richness It's too of Jehovah. depressing. Too depressing. Always bad news. Always bad news. Oh. But sometimes try to see news about Congo. Okay. Try. I will. It is very, very sad. I hear. Very, very, very sad. 6,000 persons died Since when? since
1996 until today. Wow. Until today. 6,000, I said. More than in Lebanon, more than in Sierra Leone, more than in Liberia, more and more. They kill all Congolese, all person in the east is die. Wow, that's terrible. And America is not far. You said not far? American, United States of America. Blend with Europe. You understand? Voie 17. Il desservira Aubière, Saint-Quentin, Aulnois et C'est plus que la Sierra Leone, c'est plus que le Liban, c'est plus que la Syrie. Il y en a plein de Syrie. Il y a des guerres là-bas aussi. Congo. Tu laisses le Congo, il y a des problèmes. Et tellement d'or, tellement. Exactement, voilà. Il vous a donné la raison.